J'attends mercredi avec impatience, mesdames et messieurs, pour vous retrouver dans le cadre de notre émission Web Presse qui reçoit les chevaliers de la plume. En tout cas, aujourd'hui, je suis entouré des intelligences de mon pays. Je ne cesserai de le dire et de le redire. Je suis avec Gabi Kouba, journaliste indépendant. Bonjour Gabi. Bonsoir Paulette. Bonsoir, c'est selon le temps qu'on nous accueillera. Je sais que Gabi Kouba est vraiment journaliste de terrain. Il a sillonné le Congo profond. Et bien, par rapport au découpage, nous essayons en fait d'avoir un peu plus le son de cloche de Gabi par rapport aux infrastructures, s'il y en a déjà pour les nouvelles provinces. Je suis avec Thierry Bongo, journaliste indépendant. Bonjour Thierry. Bonsoir une fois de plus Paulette. Une intelligence, beaucoup de gens les réclament, hein, mais il est toujours là, voilà. Quand il passe à Web Presse, ça fait toujours plaisir. Nous allons parler, comme vous le savez, de la énième session, ou de la deuxième session extraordinaire, pour être plus précis, de la Chambre haute du Parlement, qui s'est ouverte d'ailleurs, normalement, c'était ce mardi. Donc, on était en train de parler de la loi portant sur... répartition des sièges, voilà, pour les élections locales, municipales et autres, voilà. Gabi Kouba, en tout cas, la population, une certaine opinion a eu l'impression que c'était un forcing. On a forcé le Sénat, en fait, à tenir cette deuxième session. Est-ce que vous avez cette impression, vous aussi, en tant qu'analyste politique, que le Sénat le fait peut-être à contre-cœur? Oui, à contre-cœur, parce qu'il faut voir l'enjeu ou les enjeux. On sait qu'en cas de divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est toujours l'Assemblée nationale qui l'emporte. Et là, on assiste à une sorte de profonde divergence entre les deux chambres du Parlement, dans la mesure où le Sénat avait rejeté cette loi à la clôture de la session extraordinaire, et l'Assemblée nationale l'avait adoptée, et l'Assemblée nationale l'aurait même transmise au président de la République pour sa promulgation. Et aujourd'hui, c'est le Sénat qui convoque encore une énième session. Cette loi a été, excusez-moi, cette loi a été adoptée à la Chambre basse. Oui, à la Chambre basse, la loi a été passée, il n'y avait pas de problème. Et au niveau du Sénat, la loi a été rejetée. Pourquoi ça a été rejeté au Sénat? Bon, ça a été rejeté parce que le Sénat estimait qu'il y avait des incohérences, il y avait des groupements qui ne figuraient pas, et la répartition des sièges avec les nouveaux découpages territoriaux posait trop de problèmes. Et il y a eu beaucoup d'incohérences d'après la lecture que la Sénat avait faite par rapport à cette loi. Malheureusement, la voix du Sénat n'a pas été entendue, et les textes dit qu'en cas de divergence entre les deux chambres, une commission paritaire doit être mise en place pour statuer sur la loi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce que la session extraordinaire a été clôturée et l'Assemblée nationale va en vacances parlementaires en attendant la reprise de la session au mois de septembre, de la session budgétaire, et c'est le Sénat qui revient pour analyser la loi à son niveau, et ça pose un problème. Cela prouve réellement qu'il y a dysfonctionnement des institutions de la République. C'est une crise qui se profile à l'horizon. Voilà, Thierry Bongo, le phare nous dit, les sénateurs décident, selon le Forum des As, accusés de favoriser le glissement à travers le découpage. Les sénateurs se donneront 30 jours par rapport à la session extraordinaire de tous les enjeux. Donc ça, c'est selon la prospérité. Géopolis Magazine de notre excellent confrère Willy Kalingen nous parle du malentendu Sénat Kengo. Le malentendu, jamais un homme politique n'a fasciné autant les médias que Léo Kengo Adundo, qui est perçu sous divers angles tant il est en soi un homme complexe, dit-on. Alors, pour vous, est-ce que, je vais prendre aussi l'angle personnel, est-ce que Kengo Adundo joue-t-il son propre jeu dans le Sénat? Est-ce qu'il veut vraiment réellement glisser? Parce que c'est l'opinion, on se dit que non, les sénateurs ne veulent pas laisser en fait leurs avantages. Ils ont déjà fait 2 mandats, ils veulent encore permettez l'expression, se sucrer cette fois-ci. En tout cas, ils n'ont pas envie de quitter le Sénat aussi calmement. Cette question, je l'ai posée à un sénateur. Et un sénateur m'a dit tout simplement que le Sénat n'est pas un organe d'organisation d'élection. Et que si le Sénat se trouve là, ce n'est pas de son propre fait, ce n'est pas son propre chef, c'est parce que les autorités compétentes qui ont la charge d'organiser le renouvellement du Sénat ne l'ont pas fait, tout simplement. Et aujourd'hui, la loi qui se trouve en examen au niveau du Sénat, qui a été examinée au niveau du Sénat, est une loi qui n'a aucune incidence sur le renouvellement du Sénat. Il s'agit des élections locales, municipales et urbaines. Les provinciales ne sont pas concernées
dans cette loi-là? Pas du tout, pas du tout. À moins qu'on ait changé l'intitulé de la loi, à mon sens, tel que ça a été adopté dans le calendrier des matières retenues à la session extraordinaire passée, il s'agissait de voter la loi portant répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines, qui devraient être organisées l'année prochaine. Pourquoi je le dis? Les élections pour les sénateurs dépendent des élections provinciales. Ça se voit. Si on renouvelle l'Assemblée provinciale, de facto, on renouvelle les gouverneurs, on renouvelle les sénateurs. Et les gouvernements provinciaux, d'ailleurs. Exactement. Donc, il n'y a aucun lien entre cette loi et celle-ci. Et s'il s'avérait que cette loi parlait des sièges des députés provinciaux, alors à quoi aurait servi toute la procédure que la CENI a imposée aux différents partis politiques pour enregistrer leurs candidature qui se fait sur base des sièges proposés par la Commission électorale nationale indépendante. Donc je ne vois pas où se situe le lien entre cette loi et celle des sénateurs. Il semblerait que certaines personnes imaginent que les sénateurs ne veulent pas de cette loi pour qu'on puisse postposer les élections locales, municipales et urbaines, lesquelles élections locales, municipales et urbaines qui tiennent tellement à cœur au pouvoir en place risquent de pousser un petit peu en arrière aussi les autres élections qui devaient être occupées le même jour. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on puisse voir toutes les cartes, toutes les façons de faire. Quelles sont les priorités électorales? Les déterminer et s'y engager. Moi, je pense que la loi, justement, telle que les sénateurs le font, Betobanalingala, Kokinela, comme on le dit. Donc, c'est comme un... Ils sont en train de laguer, l'impression qu'on a d'ailleurs. Ils ont l'impression qu'ils nous donnent. Ils le font à contre-cœur. Ils ont déjà donné leur première position. Et en tant qu'homme d'État, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes sages au niveau du Sénat, il y a beaucoup d'hommes d'État dans ce Parlement-là. Quand ils prennent une première position, c'est souvent celle-là qu'ils tiennent. Ce qu'ils font en second lieu, ils le font pour la forme. Ils le font pour répondre à une certaine demande qui peut-être les dépasse. Et c'est peut-être ça qu'ils le font. Qu'ils l'ont fait. C'est ça, effectivement. Et j'aimerais juste ajouter pour chuter que cette loi, telle que les sénateurs l'ont dit, c'est qui est discutée, est une loi, si le gouvernement en place ne met pas tout le sérieux pour le faire appliquer, risque de poser de gros problèmes et des problèmes à la base. Parce que c'est une loi qui concerne la base, la base, l'élection au plus bas niveau, celui qui touche le premier représentant du peuple congolais. C'est ça le problème. Donc, Gabi Kouba, doit-on prioriser aujourd'hui? C'est vrai que nous qui sillonnons le net, il y a des jeunes qui disent que non, les élections locales, tout ça au bas niveau, ce serait une priorité pour les jeunes, parce qu'on doit renouveler la classe politique, que le jeune ne croit pas que les élections locales, municipales et autres, c'est moindre, c'est rien en fait par rapport au présidentiel et local. C'est notre chance à nous les jeunes pour accéder cette fois-ci à la classe politique, de renouveler cette classe politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne suis pas de cet avis. Je crois que les élections, toutes les élections sont importantes. Mais ne se valent pas. Voilà. Mais il y a un ordre de préséance. Les élections locales et municipales. Vous savez que nous avions des institutions provinciales depuis 2007 avec les gouvernements provinciaux, les assemblées provinciales. Mais lorsque les gens disent élections locales, municipales, urbaines, les Quinois ont parfois l'idée que ça concerne plus les provinces. Pourtant, ici, nous avons des institutions provinciales. Nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons un gouvernement provincial. Alors, en ce qui concerne les problèmes de moyens, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le travail réel du gouvernement provincial de Kinshasa? Est-ce que vous connaissez les nombres des édits votés par l'Assemblée provinciale? Où se trouve le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? L'Assemblée provinciale, sans domicile fixe. Parce qu'on a commencé les sessions au collège Boboto. Après le collège Boboto, on s'est retrouvé vers l'Argrave, je crois, à Lingwala. Après, finalement, on est dans la rue. Alors, posez-vous la question, une institution qui n'a même pas de siège, à quoi sert-elle? Quel est le travail aujourd'hui d'un gouvernement provincial? Et j'ai discuté avec un responsable du gouvernement provincial. Je vous donne un exemple simple. Vous savez que le programme, par exemple, d'assainissement de la ville de Kinshasa a été financé par l'Union européenne. Comme toujours. Le projet va s'arrêter bientôt. J'ai posé la question à un ministre provincial de la ville de Kinshasa sur ce qu'on a prévu comme réponse par rapport à l'arrêt du projet de l'Union européenne. Rien du tout. C'est vrai, les gens peuvent avancer les arguments des problèmes de moyens. Mais s'il faut multiplier, parce que tout est défini, aujourd'hui tout se met dans l'actif du président de la République.
du gouvernement central. Donc, on accorde plus d'importance au gouvernement central, à l'exécutif national, qu'aux institutions provinciales. À quoi bon alors de multiplier les institutions le bilan, dont elle ne connaît même pas le travail bilan réel de ces assemblées provinciales, de ce gouvernement... Voilà, ça va encore plus consommer le budget de l'État, ce qui veut dire que les recettes publiques serviront plus au fonctionnement des institutions de la République qu'à la reconstruction du pays. Donc, ceux qui pensent qu'il faut inverser les schémas, organiser les élections d'abord au niveau national et les élections municipales et locales viendront après, ils n'ont pas tort. Il faut voir même le budget de l'État, les moyens. Aujourd'hui, les bailleurs des fonds ne sont pas prêts. Le gouvernement a levé l'option de financer les élections en 2011. Ça s'est passé dans les conditions que l'on connaît, mais on n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Or, les élections locales et municipales sont plus complexes, avec des petites circonscriptions, avec des bulletins qu'il faudra imprimer. S'il faudra prendre le peu de moyens qu'on a, les affecter dans les élections locales et municipales, alors cela veut dire que les élections présidentielles et les législatives seront renvoyées au calendrier grec. Ça va poser réellement un problème. Alors, à quoi bon de donner le pouvoir à ceux qui n'ont pas de moyens de l'exercer, les élus locaux qui n'auront pas en réalité les moyens de leur politique, et une autre donne s'ajoute encore avec le problème de découpage aujourd'hui qui demande des moyens. Vous savez, les gouverneurs, on va les voter pour quel mandat? Les gouverneurs, les élections du mois d'octobre. Combien de mandats? 3 mois, 6 mois, on aura une autre élection, on ne sait pas, parce que d'après le calendrier qui a été réaménagé, d'après le calendrier que Évariste Bochab a proposé pour les 26 provinces, ça n'a pas marché. La CENI a été obligée la CENI serait en tout cas dans l'obligation de réajuster son calendrier. Avec tous ces problèmes, d'installer les institutions des 26 provinces, commencer par les élections locales, ce qui veut dire que le budget 2015 pour l'organisation des élections sera englouti d'abord pour le découpage et pour les élections locales, le budget 2016 aussi, 2017 et l'élection la plus importante à l'avis de certains observateurs les présidentielles sera renvoyée à plus tard. Thierry Bongo, réfléchissons froidement. C'est vrai que nous sommes l'élite, donc nous donnons un peu la voix aux autres. Quel est vraiment le bilan que vous faites, vous, de ces assemblées provinciales depuis 2006 aujourd'hui? Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau par rapport à la République démocratique du Congo, où ça a été source de beaucoup de problèmes pour la RDC? Est-ce qu'on doit continuer, eu égard à ce qui s'est passé, est-ce qu'on doit continuer avec ces assemblées provinciales, ou on doit revenir à la formule d'avant, pas d'assemblée provinciale, et on continue autrement? Oui, on doit continuer. Je suis d'avis qu'on doit continuer. Je pense qu'une première expérience, même si elle est mauvaise, ne veut pas dire qu'on devrait nécessairement tout abandonner. On doit continuer avec les assemblées provinciales parce que la logique voulue par le constituant, c'est de rapprocher les dirigeants des dirigés. C'est de rapprocher le peuple de la machine, ou plutôt de l'institution de l'État. Donc il faut que les gens se sentent proches de ce qui se passe, de ce qui se décide. C'est à travers ces différentes assemblées-là, ces différents plutôt milieux, niveaux de représentation, que cela va se faire. Et je suis un petit peu mitigé par rapport à ce qu'a dit Gabi. C'est vrai, je suis d'accord avec lui quand il pense que organiser toutes ces élections, ça serait un budget en plus. Mais le voir fonctionner, je ne pense pas que ce soit des dépenses supplémentaires. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça apporte? Non, c'est vrai que nous pratiquement, qu'est-ce que ça a apporté à la RDC avoir ces assemblées provinciales aujourd'hui? Quel a été le plus, pratiquement? Le plus d'abord, c'est de savoir que aujourd'hui, au lieu d'attendre que la main tombe directement du gouvernement central, certaines choses se font directement au niveau provincial. C'est vrai qu'à Kinshasa, nous n'avons pas cette impression-là d'être géré par un pouvoir provincial, à certains niveaux. Mais quand vous êtes en province, vous avez des gouverneurs qui dirigent, alors vraiment qui dirigent de manière totalement légitime leur province, et qui font des actions, qui posent des actions que à une certaine époque, on devait attendre Kinshasa pour le faire. Et je crois que cette façon de voir du constituant n'est pas faux. C'est peut-être que dans la pratique, on devrait plutôt voir les hommes qu'on met à ces places-là. Dans la pratique, je pense que les institutions, ça ne sont pas fausses. C'est plutôt les dirigeants de ces institutions qui posent peut-être des petits problèmes. On l'a vu à l'Équateur, on l'a vu dans d'autres provinces, telles qu'au Kasaï. Mais quand vous voyez qu'il y a changement, il y a rotation des personnalités qui s'y trouvent, les institutions, ça ne sont pas mauvaises. Et je pense que les élections locales sont aussi importantes
dans le sens où, cette fois-ci, le citoyen lambda aura son représentant à la porte de chez lui. Il aura son représentant directement. Il ne va pas faire signer une pétition, amener encore au palais du peuple pour qu'il y ait solution. Il va directement voir son représentant. Et cette personne-là, voilà, ou plutôt conseil urbain, ainsi de suite, un conseil municipal, pour qu'il puisse trouver des solutions au problème qui est dans son environnement. Il ne faut pas, pour qu'on puisse curer un caniveau, qu'on ait directement l'hôtel de ville. Pour qu'on puisse s'organiser, je ne sais pas, mettre de la salubrité dans un quartier, il faut nécessairement qu'on ait un hôtel de ville. Il ne faut pas que ce soit les services de l'hôtel de ville qui le fassent. Il y a des services dans les communes qui doivent être activés. Et c'est ça c'est ce qui sous-tend plutôt cette volonté du constituant d'avoir des assemblées locales, des assemblées provinciales, ainsi de suite, pour qu'on puisse faire de manière étalée, stratifiée, toutes ces recommandations que la population a. Aujourd'hui, le peuple dit, voilà, le peuple est abandonné, aujourd'hui, on vous dit, maman, Olive Likambo. Mais c'est la première dame du pays. On ne va pas demander à la première dame du pays. De venir voir telle il faut qu'on puisse, à un certain niveau, avoir des représentants, des personnes qui pourront agir directement. Je rebondirai sur vous, Gabi. C'est déjà un fait. On ne va plus reculer. Mais vous venez du Congo profond. Est-ce qu'il y a déjà un début comment je peux dire, les travaux d'ailleurs pour recréer ces infrastructures pour par exemple les nouvelles assemblées provinciales, le gouvernorat, les routes et tout ça pour les nouvelles provinces? Vous avez senti cet engouement-là? Ou comment les gens se préparent pour ça? Non, d'abord je voudrais répondre à votre question. Est-ce qu'on ne peut pas continuer sans assemblée provinciale? Oui. Non. Oui, une question. Il faut continuer avec les assemblées provinciales, toutes les institutions provinciales. C'est une démarche tout à fait constitutionnelle. La Constitution, l'ensemble des Congolais, tous les Congolais l'ont adopté au référendum, donc c'est constitutionnel. Rien d'anormal dans cette démarche d'avoir des institutions provinciales. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça a apporté quelque chose de plus depuis 2006, les assemblées provinciales, avec leur façon de gouverner? Là, je peux être au moins d'accord avec Thierry. Ce n'est pas parce que la première expérience a échoué qu'on ne peut pas corriger les erreurs. Mais non, moi, concrètement, c'est ce que j'ai dit. Concrètement, on a une première mauvaise expérience, ça va nous aider justement pour nous améliorer. Mais l'histoire ne nous enseigne rien, nous les Africains. Alors, en ce qui concerne par exemple le changement, contrairement à Thierry, à moins que je souffre d'une certaine cécité, mais en tout cas, je n'ai pas vu le travail d'une institution, d'un gouvernement provincial à travers une quelconque province de la République. C'est où? Où est-ce qu'une route? Où est-ce qu'une route des 50 km et des 100 km a été réhabilitée par le gouvernement provincial? C'est vrai que les gouvernements provinciaux posent des problèmes, des rétrocessions. On dit non, on n'a pas assez de moyens. Quels sont les édits qui ont eu des effets sur la vie d'une province qui ont été votés par les assemblées provinciales? En tout cas, je ne connais pas. Ici, à Kinshasa, on s'interroge. 8 ans de la présence de l'assemblée provinciale, combien d'édits à Kinshasa? Et qui ont eu quel effet? Parce qu'on les a vulgarisés aussi. Alors, on n'est pas contre. Mais là où on n'est pas contre les institutions provinciales, mais là où il faut aller progressivement, c'est-à-dire par rapport à la modicité des recettes de l'État, cela veut dire quoi? On aura un nombre important des dirigeants des institutions politiques du pays et l'argent de l'État servira plus. Vous avez l'expérience aujourd'hui. Vous voulez dire, Thierry, en tout cas, en ce qui nous concerne, parce que la charité est bien ordonnée. Madame Paulette a posé la question, où se trouvent les sièges de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? En 8 ans, une Assemblée provinciale ne peut pas se doter d'un siège. Et aujourd'hui, les provinces est découpée avec les assemblées provinciales aussi qui ont éclaté, les assemblées provinciales. Donc, on siège où? Parfois dans les tentes, parfois dans les écoles, parfois dans les églises. Alors, s'il faut organiser encore, ça ne sera pas respecté. Alors, à quoi bon démultiplier les institutions dont les fonctionnements posent réellement un problème au lieu de commencer là où il faut? Parce que les problèmes aujourd'hui, le rapprochement, j'entends souvent ces discours. Voilà, Thierry Bongo, c'est vrai que cette phrase, comme l'a dit Gabi Kouba, c'est défini le beau prétexte, rapprocher l'administré de l'administrant, rapprocher le peuple de ses... Est-ce que depuis 1960, ce peuple-là, ces administrés-là ne sont pas proches de ce peuple-là? C'est une raison fondamentale de cette constitution.
rapprocher la population de ses dirigeants. Mais on avait eu à un moment une nation fortement décentralisée. On avait une nation unitaire. Et fortement décentralisée. Unitaire. Il n'y avait pas de... C'était pas fortement décentralisé? C'était pas si fortement décentralisé que ça. Nous avons un pays qui est pratiquement aux dimensions d'un continent. C'est un sous-continent. Il est difficile que les directives avec les niveaux de communication que nous avons dans ce pays, qui sont totalement encore en dessous du seuil mondial, on ne peut pas diriger à partir de Kinshasa tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Il y a de ces décisions qui doivent être prises au niveau provincial directement pour pallier à des problèmes pressants. C'est vrai, on a eu plusieurs expériences dans l'histoire de notre pays, à travers plusieurs constitutions, de rapprochement de diriger à dirigeants. Mais il y a la meilleure formule trouvée aujourd'hui, c'est cette formule-là, peut-être aussi expérimentale pour le Congolais, mais c'est la meilleure formule. Aujourd'hui, je dis que les institutions en soi ne sont pas mauvaises. Mais vous savez très bien que toutes ces institutions provinciales ont souffert de manque de financement suffisant. On a parlé de cette problématique de rétrocession. Il fallait rétrocéder, il fallait retenir la source. La loi ne dit rien. En tout cas, la Constitution ne dit pas qu'il faut retenir la source, ni encore moins qu'il fallait rétrocéder. Et dans la pratique, dans l'esprit de la loi, c'était plutôt que, avant d'envoyer les ressources au niveau central, que les 40% restent au niveau provincial. Il y a aussi cette question de la caisse de péréquation. C'est un instrument, une institution importante qui peut permettre le développement des différentes provinces. Il y a une loi très importante, cette loi qui permet la décentralisation de l'administration. Aujourd'hui, à partir de la loi que nous attendons, nous souhaitons d'ici peu qu'il soit promulgué par le chef de l'État, voté par le Parlement il y a de cela pratiquement depuis la session passée, la session ordinaire passée, nous attendons que le chef de l'État puisse promulguer cette loi importante qui institue la décentralisation au niveau de la fonction publique. C'est important aujourd'hui que nous puissions avoir cette décentralisation à tous les niveaux. Aujourd'hui, si ça n'a pas marché depuis ces 8 dernières années, c'est parce qu'on n'a pas appliqué cette décentralisation de manière optimale, de manière générale. Parce qu'on voulait faire du copier-coller, du raccordement frauduleux, pour emprunter l'expression de mon estimé confrère Harold Badimawa, du raccordement frauduleux dans la manière de faire, dans la manière de gérer l'État. On a voulu faire les choses qui nous plaisent, et celles qui ne nous déplaisent pas, on ne les appliquait pas. Il y a des lois qu'on applique et d'autres qu'on n'applique pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sent pas réellement l'applicabilité, l'impact de ces institutions provinciales. Mais si on donne réellement ces institutions provinciales les moyens de leur politique, je crois qu'elles pourront rendre des services idoines à la population. Vous avez des assemblées provinciales qui sont dans la poche des gouverneurs. C'est ça aussi. C'est compliqué. Les assemblées provinciales, à un moment, Gabi Kuba était là pour faire et défaire les gouverneurs. On l'a vu. Il faut qu'on leur donne le plein pouvoir. Parce que les assemblées provinciales sont les représentants. Ils sont votés directement par la population. Ils ont une légitimité directe. Le gouverneur, non. Le gouverneur, lui, il est élu au second degré. Suffrage indirect. Suffrage indirect par les élus provinciaux qui lui donnent le pouvoir d'agir en leur nom. Alors, si on leur retire cette force-là, c'est compliqué. Donc, vous avez tous ces méli-mélos. Bon, on met ça dans la corbeille de l'apprentissage. On estime que toutes ces erreurs récoltées vont être corrigées après. Et puis, il faut comprendre aussi que après plus de 5 ans, 5 ans à la tête d'une institution, on ne peut plus produire de quelque chose de nouveau. Vous avez vu ces assemblées provinciales aller au-delà des mandats, et ces députés provinciaux qui ont complètement disparu. On ne sait plus qui était élu de quelque part que ce soit. Ils ont disparu totalement parce que voilà, ils sont complets. Ils ont tellement glissé, ils se sont fracassé le crâne, les jambes, les pieds, ils ont glissé terriblement, à tel enseigne que même mon ami le capitaine Haddock devrait se faire prendre un autre pansement. Mwando Simba a dit, selon le Forum des As Gabi Kuba, la CENI peut tenir son calendrier si on reporte les locales. C'est vrai? C'est faisable? C'est faisable. C'est faisable. Faisable dans la mesure où l'argent qui peut servir à l'organisation des élections locales peut être utilisé pour l'organisation de l'élection présidentielle, des élections législatives, les élections des gouverneurs des provinces. Par contre, si on commence par les élections locales, municipales, urbaines, on ne sera pas loin d'une prolongation parce que tous les moyens seront déjà épuisés. Le président de la République a un bulletin unique sur l'ensemble du pays. Et les gouverneurs des provinces sont élus par les grands électeurs.
les députés provinciaux, les sénateurs également élus par les députés provinciaux. Les élections à la base, ce sont des élections directes. Les chefs de secteur, les conseillers municipaux et les bourgmestres, les administrateurs du territoire, ils sont élus par la population directement. Or, 145 territoires, plus 26 provinces, imprimer des bulletins, les acheminer, parce que le découpage, c'est aussi ça. Là où, par exemple, on avait un secrétariat exécutif et provincial de la CENI, une province comme l'Équateur, il faut en avoir aujourd'hui 5 en province orientale, 4 au Katanga, 4 les deux Kasaï, toutes les provinces découpées. Il faut tout découper. Il faut tout découper parce que lorsque vous découpez, il faut comprendre également que le secrétariat exécutif et provincial, ce n'est pas une seule personne. Il faut recruter également le personnel qui va travailler. Mais Gabi, il y avait des représentations de la CENI au niveau des districts aussi. Au niveau des districts aussi. Les mêmes districts qui sont devenus des provinces aujourd'hui. Les districts sont devenus des provinces. Il faut juste décentraliser. Il faut tout découper. Il y a aussi des services. Les inspections provinciales, par exemple, de la police. Et les régions militaires. Tout ça, il faut découper. Ça demande les moyens. Les élections, vous n'allez pas les organiser seulement sans l'appui de la police. Combien, aujourd'hui, si vous aviez, par exemple, si vous aviez, là où vous aviez, par exemple, à Mbujimaï, l'attention était focalisée sur la ville de Mbujimaï parce que les élections du gouverneur ou encore du président de l'Assemblée provinciale étaient organisées dans cette ville. Aujourd'hui, il faut aller à Kabinda, il faut aller à Sankuru. Est-ce que ça va demander toujours les mêmes moyens? Ou bien il faut multiplier les moyens. Mais lorsqu'il faut multiplier les moyens ne tombent pas du ciel. Quelle est la production aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Mais on ne va pas utiliser tout l'argent de l'État pour les élections. Pour les élections. Sinon, chez vous, Transco ne sera plus alimenté en carburant. Et vous et moi, nous n'allons plus nous déplacer. La SNEL qui a d'énormes problèmes. Il y a étiage. Il y a étiage. Bon, il y a à boire, il y a à boire et à manger. Pendant la saison sèche, on nous dit que les barrages sont noyés parce que bon, il y a des inondations. Pendant la saison sèche, mais l'étiage, on a aussi des compagnies qui sont chargées. J'ai vu même la semaine passée, on nous réunissait ici, le déjeuner de la presse, les compagnies, on sort un peu du sujet, mais parlons des questions du concernent la vie de la nation. Voilà. On dit, bon, ITB Kokolo ne peut plus rentrer à Mbandaka et Kisangani parce qu'on est ici et puis il n'y a pas de tonnage voulu. Mais quel est le travail de la régie des voies fluviales, dragage, balisage, un plan a été tonnage voulu, donc il n'y a pas assez de marchandises pour remplir ITB Kokolo avec tous les problèmes que l'on connaît aujourd'hui, la saison sèche, donc on ne saura pas naviguer convenablement. Mais on ne saura pas naviguer convenablement. Et ce qui m'a sidéré est que c'est aussi la présence de la régie des voies fluviales qui a la mission de draguer et de baliser les voies navigables qui se plaignaient. Pourtant, il y avait un plan de relance de cette compagnie avec les financements de la Banque mondiale. Il y a eu tambour battant. On l'a pas fait. Et aujourd'hui, on est surpris, étiage, on avance. Non, ça marche, c'est pas comme ça. Je reprends la même préoccupation. C'est faisable si on laisse un peu le local. On peut respecter en tout cas le calendrier selon Mwando Simba. Je crois que c'est le numéro 2 de la chambre basse. Hein. C'est un sage, c'est le numéro 2 de la chambre basse, effectivement, il n'a pas tort. La CENI peut tenir son calendrier si on reporte les locales. Mais il faut comprendre que si la CENI reporte les locales, c'est qu'elle ne tient plus son calendrier. Donc ça sera un nouveau calendrier qui va sortir. Donc les locales... Qu'est-ce qui empêche la CENI d'avoir un nouveau calendrier? Rien du tout, ça fait on se rend compte que vraiment, avec tout ce qui se passe, ça fait Thierry partie Bongo, de ses prérogatives. On le tiendra et pas. je l'ai dit dans ma première intervention dans cette émission que la CENI a le devoir de pouvoir, avec les forces politiques, déterminer les priorités électorales. Nous devons savoir quelles sont les élections pour lesquelles il faut y mettre les moyens les plus conséquents en rapport à d'autres, tout en disant que toutes les élections sont importantes. Les élections sont importantes, mais toutes les élections ne sont pas primordiales. Il y a les élections qui doivent... En tout cas, les Congolais adorent les mots. Hein. Toutes les élections sont importantes, mais toutes les élections ne sont pas primordiales. Oui, donc vraiment, cherchez les larmes, comprenez les explications. Importance égale oui, mais il y a certaines élections qui ont une certaine primeur. Il y a une élection dont le calendrier était fixé dans la loi fondamentale, dans la Constitution. Et je dis ceci, que Mwando Simba, dans sa grande sagesse, de le dire si bien, faisons les élections, si je dois comprendre ses propos, faisons les élections qui sont les plus importantes. Qui sont, selon vous, les plus importantes? C'est les provinciales, les sénatoriales, ceux des gouverneurs, les législatives nationales et la présidentielle. Les locales, on pourra avoir cette nouvelle expérience, parce qu'on n'a jamais eu ça,
peut-être l'année prochaine, l'année qui viendra. On pourra connaître ça bien avant, tout en rencontrant Gabi Kuba, en comprenant que c'est une élection qui nécessite une certaine façon de budgétiser. D'être budgétisé vraiment parce que ça demande certains moyens, ça entraîne un certain changement dans la vie politique de notre pays. Mais moi je pose la question, Gabi Kuba, c'est vrai qu'on a des intelligences dans ce pays, les gens qui sont là pour voir un peu, prédire un peu, faire des prospectives. Est-ce qu'on n'a pas des bureaux d'études, Gabi Kuba, pour voir que ce calendrier, avec les réalités congolaises, parce que nous on adore les réalités congolaises, les réalités africaines et tout ça, que c'est pas possible? Pourquoi on dirait qu'on évolue vraiment du jour au jour. On se réveille le matin, on dit non, ça va pas aller, on change. Est-ce qu'il n'y a pas de bureau d'études, des think tanks dans ce pays pour réfléchir froidement à ce qu'on peut proposer une fois pour toutes à cette pauvre population? Parce que c'est pas normal qu'on navigue à vue à chaque fois comme ça. Nous avons plutôt des génies du mal. L'intelligence n'a pas été mise au service de la nation, mais l'intelligence a été mise au service des intérêts personnels de certains individus. Donc, ne soyez pas surprise que dans les contextes de la République démocratique du Congo, tous les secteurs de la vie nationale ne marchent pas correctement. Qui est cette intelligence qui a été placée à la place qu'il fallait avec des missions précises et des moyens qu'il faut pour servir la République? Non, même le rapprochement dont on parle ici entre les gouvernants et les gouvernés. Mais si c'est les rapprochements, parce que dans certaines provinces, je prends l'exemple de Bouende où il n'y a pas de route pour rouler. Comme il n'y a pas de sirène. Quelle nouvelle province? Bouende, c'est où? La province de la Tuapal, le chef-lieu de la province de Tuapal, dans l'ancienne province de l'Équateur. Voilà, devenu aujourd'hui. Mais comme il n'y a pas de sirène là-bas, je crois que c'est une chance aujourd'hui pour rapprocher, que les administrés aussi entendent des bruits de sirènes. Sirène comme ici, camion. Voilà. Il n'y a pas là-bas. C'est ça peut-être que les rapproche. Comment? Vous allez rouler où? Vous allez rouler. Gabi ne me dit pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas seulement que Bouende, madame. Parce que les gens peuvent dire aujourd'hui Mbandaka, les gens peuvent dire Kisangani. Mais lorsque vous quittez les grandes villes, vous quittez Lubumbashi, vous quittez Kisangani, vous quittez Mbujimaï, il n'y a pas seulement... Je laisse les cas par exemple de Bouende, parce que c'est en pleine forêt, où il n'y a pratiquement rien. Prenez l'exemple par exemple de Lusambo. Lusambo, c'est au Sankoro. Chef-lieu de la province du Sankoro. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mbandaka, la forêt a disparu. Mbandaka, la ville de Mbandaka, depuis que le gouvernement avait construit de la grande province de l'Équateur. Lorsque vous quittez les gouvernorats, vous allez à Mbandaka 1. En tout cas, les originaires de Mbandaka et ceux qui adorent Mbandaka, écoutez ça. Moi, je ne suis jamais allé à Mbandaka, je ne comprends pas ça. Par rapport à votre question, je reviens à votre question. Pourquoi on est surpris? Vous savez que le pourrissement de la situation est profitable à beaucoup d'acteurs politiques. Les gens se nourrissent de cette situation. Donc, le désordre est profitable. Dans cette situation du pourrissement, la plupart des dignitaires politiques se réjouissent parce que les gens n'ont pas une vision pour la reconstruction du pays. Les gens ont plutôt une vision pour leurs propres intérêts. Même les élections dont on parle. Mais les aigris, les gens qui s'estiment, qui sont exclus de la gestion de la manne de l'État. Parce qu'aujourd'hui, les secteurs qui rapportent plus, avec moins d'exigences, moins de management, moins de compétences, c'est le secteur public où on peut être responsable d'un service important et s'enrichir facilement sans effort. Donc, tous les secteurs de la vie ne peuvent plus marcher, mais les intelligences. Combien d'universités avons-nous en contact pour concevoir tel ou tel projet? Et même lorsqu'il faut contacter ou consulter les universités, mais non, même si les universités... Je reste dans la province de l'Équateur, parce que si je prends ma province, je vais vraiment le saquer. Restons dans la province... chez vous, oui, vous avez la province de Maïndomé, chef-lieu Inongo, où vous trouvez le seul endroit plus ou moins habitable, c'est l'évêché. Et puis vous avez la question que je me pose. On a eu des universitaires originaires de toutes les provinces. Oui. On a eu des hommes d'affaires, je ne sais pas, originaires aussi de toutes les provinces. Alors on se pose la question, pourquoi le Congo profond est aussi abandonné aujourd'hui? Qu'est-ce que nos pères, en fait, quand on dit pères de l'indépendance, nos pères à nous, pourquoi ils ont délaissé nos villages aujourd'hui? Par rapport au Cameroun, par rapport au Gabon, par rapport à la Zambie. Quand on pose par exemple une question à un homme politique, est-ce que vous avez quelque chose ou une maison
dans votre village ou dans votre province, personne n'a. Mais Tout le monde abandonne et vient à la capitale. Pourquoi ce raisonnement-là? Toutes les dynasties, je ne cite pourquoi pas les noms des familles que vous connaissez très bien, peut-être que vous appartenez aussi je sais, j'en appartiens. À une dynastie. Les gens, on n'a pas été on a copié, on voulait régner avec ce que les Belges ont laissé. Lorsque les Belges sont partis, les gens se sont accaparés des unités de production qui appartenaient aux Belges sans avoir une culture managériale. Les gens n'avaient pas l'ambition ou n'avaient pas des projets, des grands investissements. Donc il n'y a pas des hommes politiques qui ont... la province de l'Équateur, oui. pour aller rapidement. Est-ce que les hommes politiques aujourd'hui, je ne peux pas citer les noms pour me dire diffamation ou outrage, mais est-ce que les hommes politiques aujourd'hui originaires de l'Équateur, de l'ancienne province, est-ce qu'ils ont des maisons, des infrastructures chez eux? Il n'y a pas seulement qu'à l'Équateur, je vous donne même l'exemple. Chez vous ici à Kenge, vous savez Kenge, moi je fais des temps en temps, le week-end je le passe à Kenge. C'est juste à 250 km de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est juste une ville, un semblant de ville située entre les deux Kasaï, le Kikwiti qui est une ville économique, et puis vous avez la ville de Kinshasa. Mais il n'y a rien à Kenge, à Inongo. Toutes les provinces sont les mêmes. Elles ont des potentialités, autant elles ont des potentialités, autant elles sont aussi pauvres. Mais les gens ne peuvent pas se réjouir tout simplement parce qu'on a des ressources naturelles. Mais je n'ai pas répondu à votre question. On a des intelligences de toutes les provinces et tout ça. Mais je vous ai dit que les intelligences n'ont pas servi à la construction du pays ou à la reconstruction du pays, mais les intelligences ont régné sur les autres. Et les intelligences ont servi plus les intérêts individuels que les intérêts Thierry, bon, c'est vrai qu'on n'est pas tribaliste ici, mais quand même, qu'on le veuille ou pas, on vient de quelque part. Pourquoi, selon vous, pourquoi l'arrière-pays, la RDC, le Congo profond aujourd'hui, semble délaissé? On a l'impression que tout le monde se focalise sur Kinshasa et on oublie les provinces. Moi, je sillonne le monde. Quand je vois un dignitaire camerounais, chaque week-end, il rentre chez lui dans son village natal, en Zambie. C'est la même chose. Pourquoi nous, on n'a pas cette culture du retour au village natal? Bon, moi j'ai toujours pris ça dans le sens d'une certaine mentalité inculquée déjà depuis l'époque coloniale, que pour vivre mieux, il faut vivre dans la métropole. Et toutes les personnes indigènes qui voulaient être évoluées, migrer vers la grande ville. Et c'est ainsi que la plupart des gens se sont acculturés en décidant d'aller dans les métropoles pour abandonner ce qui était indigène et devenir évoluer. C'est déjà dans cette mentalité-là qu'il date. Je vais revenir. Vous allez compléter. Thierry. Je vous dis, non, les gens sont allés s'installer dans les grandes villes dès le moment où les Belges se sont retirés et que les unités de production qui fonctionnaient dans les provinces sont tombées en faillite. La plupart des entreprises appartenant aux Grecs, aux Portugais, aux Belges, aux Allemands, même aux Brésiliens, ont fermé. Il n'y avait plus de vie. Dès lors, tout le monde s'est déversé dans la politique. Je ne suis pas totalement d'accord parce que déjà à l'époque de la colonisation, ce n'était pas dans toutes les provinces qui avaient des unités de production. Et ce n'est pas dans les provinces, il y avait des endroits bien précis dans lesquels les unités de production se tenaient. Et c'était justement là où c'était autour de ces unités de production là que se construisaient les grandes villes que nous avons dans les provinces. Et c'est là, ce sont ces grandes villes là qui aspiraient les milieux ruraux. Mais moi, mon père me disait par exemple que quelqu'un qui habite à Lusanga ou à Leverville ne se sentait pas moins. Mais je donne un exemple. Il y avait tout à Lusanga. Lusanga était un grand centre de ce côté-là. Mais les villages qui étaient autour. Mais ils étaient approvisionnés, Thierry Bongo. Il y avait justement cette activité économique autour de ces grands centres et les autres villages en profitaient effectivement. Mais dans la mentalité du Congolais, depuis un certain temps, surtout après l'indépendance, on s'est dit qu'il faut aller venir émerger, devenir être comme le blanc en fait. Comme le blanc, habiter dans les grandes villes, dans les grands centres, venir à s'habiller comme des blancs, quitter le milieu indigène, évoluer. On veut devenir un évolué et cette mentalité-là a gardé le Congolais jusque je crois même maintenant. Beaucoup de gens, et je crois même que la Constitution a voulu régler ce problème-là en rapprochant la civilisation des personnes à civiliser. C'est cette volonté-là justement du constituant dans cette décentralisation-là, en faisant cela, qu'on voulait rapprocher le plus les personnes, les besoins des personnes de là où ils habitent. C'est ce qui se fait avec cette décentralisation. Je reviens en disant que effectivement, on peut dire qu'il y a eu ce problème de mentalité, mais aussi un problème aussi d'ordre politique. Hein, vous savez que pendant la Deuxième République, il y avait une loi qui interdisait à un particulier de faire des travaux d'utilité publique.
C'était interdit à l'époque. Construire une route, vous ne pouvez pas construire une avenue. Maison, quelque chose comme ça. Une maison, c'est un bien privé. C'est pour vous. Vous pouvez construire. Il y a des grands dignitaires de l'époque qui ont construit des grandes maisons. Quand vous allez dans le village de Dokolo, par exemple, vous avez pratiquement tout un grand quartier construit de manière moderne dans la brousse. Mais sans électricité, sans route. Parce que l'électricité, l'eau et les routes, ce sont des biens publics. Et seul l'État avait la charge de procurer cela à la population. Et voilà pourquoi le mal, quelque part, avait un petit peu gangréné la vie dans nos provinces. Il fallait nécessairement se départir, ou plutôt assouplir cette loi. Dans des pays comme le Nigeria, vous ne pouvez pas construire dans la ville tant que vous n'avez pas construit dans votre village. C'est ça. Les Nigérians ont la capacité de construire une avenue devant chez soi, c'est possible. Mais chez nous, c'était impossible. Moi, je me rappelle quand j'habitais Lupin à l'époque, pour qu'on puisse construire la grande avenue Luyeye, il fallait nécessairement que les dignitaires qui habitaient cette avenue-là puissent donner l'argent pour permettre un financement à l'OVD pour qu'on puisse construire cette avenue. Et ça n'a jamais été construit en entièreté. C'est souvent l'argent qui entre et qui n'a jamais servi totalement au bien public. Et c'est cette mentalité-là aussi qui a détruit, qui a cassé l'élan de reconstruction de nos grandes villes. Pourquoi le pays est-il trop délaissé, surtout l'arrière-pays? Mais l'argument de Thierry qui se rapproche un peu de l'argument des politiciens, le rapprochement des gouvernants et des gouvernés. Oui, je reviens toujours. S'il faut multiplier les institutions, oui, on multiplie les institutions et on multiplie les institutions politiques. Mais qu'en est-il de l'aspect économique? L'initiative est privée. Quel est le plan d'investissement pour le développement de la République démocratique du Congo? Vous pouvez multiplier les institutions. Mais combien d'investisseurs attire-t-on? Et aujourd'hui, je continue. L'absence de plan n'interdit pas un État de s'organiser autrement. Non, mais Thierry, je continue. Madame Paulette a même posé une question. Je vous en prie, oui. Madame Paulette a posé même une question ici. Les opérateurs économiques, tout ça. Combien de Congolais et dans quel secteur opèrent-ils? Prenons tout simplement des secteurs comme celui de produits alimentaires. Tout est importé. Vous aviez combien d'opérateurs économiques qui sont dans la filière agricole? Aucun. Vous prenez le secteur des transports, aucun. C'est vrai, les gens peuvent dire non, ce n'est pas seulement une affaire nationale, mais on peut avoir des investisseurs étrangers comme on les avait à l'époque coloniale, ils peuvent être là. Mais aujourd'hui, quel est le plan d'investissement pour la République démocratique du Congo? Rien du tout. Les secteurs, par exemple, vous prenez les secteurs comme le secteur minier, 98%. Ce sont les étrangers. Tout est exporté. Aucun Congolais, j'ai dit, n'a investi ne fût-ce que 10 millions de dollars. Mais où sont passés les hommes d'affaires? Mais vous allez rapprocher. Et alors, les Libangala, là, ils font quoi? Tout ce qu'on cite dans les chansons du matin au soir, ils n'ont même pas 10 millions pour investir dans ce secteur. Allons même dans les secteurs de transport aérien. Combien de compagnies appartenant au sujet congolais? Le mal, c'est qu'il y en avait, maintenant il y en a plus. Aucune. Il faut se poser des questions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fait les business par vocation. Les gens n'ont pas fait les business parce qu'ils avaient des moyens. Mais les gens étaient des profiteurs, des arrivistes qui ont fait, et même ceux qui sont tombés en faillite. Voilà. Et les gens qui ont fait, les vrais hommes d'affaires, peut-être qu'ils ont la vocation aujourd'hui, mais le cadre ou les contextes n'est plus le même. Donc, vous pouvez multiplier autant d'institutions à travers les provinces. Le vrai rapprochement, ce n'est pas sans rapport. La politique est soutenue par l'économie. Vous ne pouvez pas faire une bonne politique lorsque les conditions économiques. Mais on a des institutions, on a voté les gens. Mais pourquoi les gens disent que non? On crie chaque jour croissance de chiffres et dit mais c'est bien beau ça. Mais les gens s'interrogent toujours sur les effets réels de cette croissance. Où sont les effets de cette croissance? Donc, il faut avoir une vision claire en ce qui concerne un plan d'investissement pour le vrai développement. Le vrai développement, ce n'est pas la multiplication des institutions de la République. Bien au contraire, cela peut amener beaucoup de problèmes dans les fonctionnements avec les chevauchements. Je crois que la semaine prochaine, je serai beaucoup plus économique, puisque le temps vraiment qui nous a été imparti est terminé. On a aussi tendance, nos journalistes, à oublier un peu ce côté économique. Voilà, beaucoup plus politique. Parce que si vous êtes je crois que la semaine prochaine, je mettrai... Le plan d'investissement, c'est un plan qui est établi par le gouvernement. Non, Thierry, je vous invite encore la semaine prochaine. Ça n'a rien à voir. Nous allons revenir sur le volet avec le même président. Économique. Je chercherai en tout cas un spécialiste aussi en volet économique, parce que j'ai ouï dire que c'est vrai que nous mettons beaucoup plus l'accent sur le volet politique et on néglige un peu trop le volet économique. Ça s'est déjà passé dès 1960 par rapport à la table ronde. Beaucoup de politiques se sont intéressés
passer à la table ronde politique, mais on a oublié qu'il y a une table ronde économique. Même mon propre père n'y a pas participé. Donc l'économie est toujours reléguée au second plan. On met beaucoup plus l'accent sur la politique. Pourtant, on devrait commencer par l'économie. L'Allemagne aujourd'hui, c'est un nain politique, comme on disait, c'est un géant économique. Et aujourd'hui, après avoir été un géant économique, elle renaît maintenant politiquement. Alors, mesdames et messieurs, vraiment très heureuse d'avoir été avec des intelligences comme Gabi Kuba. Très heureuse. Et Thierry Bongo, en tout cas, vous avez senti le niveau de débat. Je crois que les intelligences comme ça, c'est pour servir notre pays, nous donner des idées pour vraiment que le Congo soit un pays émergent d'ici 2030. C'est pas un rêve, c'est pas de l'utopie, mais c'est permis d'y croire. Et bien, merci à Alain Bonikango et à Gilles Tibambe à la régie. Et merci à tous mes followers sur tous les réseaux sociaux. Merci pour vos remarques et suggestions. Et nous nous retrouverons vraiment avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.